Les aventures perdues d'Ulysse et Ross Omnibus. Premier épisode. Ta gueule, le chat. Venez découvrir les aventures perdues d'Ulysse et Ross Omnibus. Une expédition sonore des Matacumbers, sans bouger de chez soi. Ouvrons au hasard un des carnets d'Ulysse. Les pages d'aujourd'hui nous parlent des 1000 périls qui guettent l'explorateur égaré dans un centre commercial. Au cours de ma longue carrière, j'ai dû faire face à plus de périls que tous les Indiana Jones et autres Alan Quatermain de pacotille réunis. Des cimes glacées de l'Everest aux profondeurs obscures du gouffre Veronica, je n'ai jamais rechigné à foncer, à faire le pas supplémentaire qui me mènerait plus loin que nul homme auparavant. J'ai affronté plus de bêtes sauvages que vous n'êtes capable d'en imaginer. J'ai risqué ma vie 1000 fois sans trembler. Pourtant, il est une chose qui m'effraie au-delà de tout ce que vous pourriez imaginer. Ce qu'on ne peut pas dire, il faut le taire, disait Wittgenstein. Ces mots me glacent le sang. Le grand philosophe avait-il conscience de ce dont il parlait ou s'agit-il d'une coïncidence troublante ? Laissez-moi m'expliquer. Autant le danger me met à l'aise, l'inhabituel me réconforte, l'extraordinaire m'apaise, autant le banal me torture, le routinier m'oppresse, le quotidien m'angoisse. Je peux marcher pieds nus dans la forêt amazonienne pendant des heures, mais fouler le macadam d'un trottoir avec des chaussures de ville me donne des ampoules en quelques minutes seulement. Décontracté au moment de traverser une rivière infestée de crocodiles à l'aide d'une liane, je deviens gauche dans les soirées mondaines, renversant les plateaux des serveurs, tachant les robes des femmes qui m'entourent, et martyrisant leurs pieds lorsque les intrépides réussissent à m'attirer sur la piste de danse. En écrivant ces mots, une sourde angoisse m'étreint, mais je suis encore capable de la contrôler. Cependant, ma main se met à trembler invariablement lorsque je songe à la plus terrifiante de ces activités, et si je n'avais pas bu quelques verres pour calmer mes nerfs, je serais incapable d'aborder l'objet de mes cauchemars les plus sombres. J'ai peur d'aller faire les courses. Je sais d'avance qu'à la lecture de mes propos, nombreux sont ceux qui se gausseront. À cela, je voudrais demander: savez-vous bien ce qu'est réellement un centre commercial ? C'est le projet malade d'un architecte fou, l'enfant maudit sorti de l'imagination perverse d'un Dédale dégénéré et d'un Nabucodonosor dérangé. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un simple lieu. C'est une créature vivante, aussi titanesque que dangereuse. Animée d'une âme sombre au désir malsain, c'est un labyrinthe doué de volonté. Sa plus grande force est sa capacité à abolir l'espace et le temps. Une fois à l'intérieur, plus d'heures, plus de jours, ni de nuits, ni même de saisons. La température est étouffante en hiver et glacée en été. On y entre pour faire des courses qui ne devraient prendre que quelques minutes, mais après s'être perdu 100 fois entre ces allées où les boussoles cessent de fonctionner, on en ressort 3 ou 4 heures plus tard. Qu'est-il advenu de tout ce temps perdu ? Le centre commercial l'a dévoré. Le monstre se nourrit des heures qu'il nous vole. Pourquoi alors tant de gens s'y pressent-ils ? Quelle force nous pousse à nous y rendre alors que notre instinct nous crie de fuir aussi loin que possible ? C'est que, pareil aux fleurs les plus vénéneuses, il a su se rendre attirant. Nouvelle Babylone, il offre aux âmes faibles 1000 tentations qui menaceraient de ruine financière et morale le plus endurci des moines franciscains. Moins 50%, maxi promo et autres offres exceptionnelles sont autant de fruits empoisonnés auxquels nous ne savons pas résister. Rentre, susurre une voix doucereuse qui s'infiltre dans nos pensées. Ici, tout est frais, resplendissant, étincelant. Les ténèbres sont parfois lumineuses. Si aucun mythe, aucune odyssée ne fait référence aux centres commerciaux, c'est qu'aucun auteur n'a été assez fou pour s'y mesurer. Et ceux qui l'ont fait ne sont plus là pour le décrire.
mais j'ai assez tourné autour du pot et cela n'est pas dans mes habitudes. Bien que ce souvenir me terrifie, il me faut à présent vous conter ma dernière expédition en supermarché, du moins ce qu'il en reste. Je tremble trop. Un verre de plus et je commence. Nous étions 3 pour plus de sécurité. Le professeur Ménerlache, grand naturaliste habitué aux expéditions les plus périlleuses, le capitaine Grant, précédé par sa renommée et dont la valeur n'est plus à démontrer, et moi-même. Nous pensions alors que le nombre pourrait faire notre force. Quelle tragique erreur! Dès que nous eûmes franchi les portes, nous nous trouvâmes séparés, et l'épouvante et le délire nous assaillirent. Ce qui advint par la suite et combien de temps cela dura, nul n'est en mesure de le rapporter avec certitude. Fragments insanes, rapports de troisième main et souvenirs volontairement obscurcis par une mémoire heureusement défaillante ne me permettent que de conjecturer le déroulement des événements. Aussi me bornerai-je ici à rapporter les minces certitudes qui existent quant à ce qui nous est arrivé. Le professeur Ménerlache erra hagard parmi des hordes de zombies allant inlassablement du rayon des conserves à celui des fournitures de bureau, guidé par des annonces sonores promettant monts et merveilles au premier arrivé. Le premier arrivé au rayon saucisse recevra gratuitement un pack familial de 18 chipots. Qui sera le gagnant? C'est par un effort suprême de sa volonté qu'il réussit à s'arracher à cette meute hirsute dont les membres ne présentaient plus grand-chose d'humain. Le capitaine n'a gardé aucun souvenir de ce qui lui est arrivé. Nous l'avons retrouvé presque mort d'étouffement, enterré sous un monceau de sacs contenant Dieu sait quoi, et c'est à ce moment qu'a débuté sa banqueroute dont je me sens un peu coupable. Quant à votre brave serviteur, il fut pris dans un tourbillon de stands de fast-food, engloutissant poulets frits, hamburgers et autres panini décanants. Puis vint le temps des éclairs, des glaces et des bonbons. Le tout fut arrosé de divers sodas dans lesquels je faillis me noyer. Contrairement à la plupart des naufragés, on me retrouva obèse, diabétique et atteint d'une phobie maladive de la friture. Je mis plusieurs mois à retrouver la forme nécessaire pour entreprendre une nouvelle expédition. Bien plus qu'on en sort, on est recraché par le centre commercial, mâchonné, rabougri et épuisé, ressemblant plus aux pelotes de réjection expectorées par une chouette malade qu'à des êtres humains. Nous n'étions plus que l'ombre de nous-mêmes. Nous titubâmes quelques instants avant d'échouer sur un rond-point tout proche et où nous nous allongeâmes, les yeux tournés vers le ciel, heureux de pouvoir le contempler à nouveau. S'ensuivit alors une vague euphorie. Nous étions des épaves, mais nous étions toujours. Fluctuat nec emergitur. Grisé d'être vivant, les épaules fatiguées mais le cœur chargé d'espoir, le capitaine et moi-même commençâmes même à esquisser une pathétique danse de la victoire. Seul le professeur ne bougea pas. Nous prîmes soudain conscience de son immobilité et cette dernière nous inquiéta. Ses yeux étaient chargés de larmes, ses bras bâlaient, il paraissait irrémédiablement brisé. Personne ne dit un mot jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il restait de force en lui pour entr'ouvrir la bouche. La sentence que nous redoutions tomba comme un coup près. Il faut y retourner. Rendu muet par la stupéfaction, nous le fixâmes fiévreusement. Il reprit alors dans un souffle. Nous avons oublié le papier toilette. Passons maintenant à votre rubrique favorite, le courrier des lecteurs. Aujourd'hui, nous répondons à la petite Henriette F qui nous dit « Bonjour, comment faire pour raisonner un ours enragé? Réponse très rapide souhaitée. » Eh bien, Henriette, il existe 2 types d'ours enragés, les marxistes et les autres. Pour raisonner un ours enragé marxiste, commencez par chanter l'Internationale. L'ours devrait interrompre sa charge et lever la patte en l'air. Faites-lui ensuite remarquer que vous êtes tous deux les jouets de puissances capitalistes oppressives
et que le salut est dans la convergence des luttes. Alors, enfin unifiés, partez côte à côte déposséder un chasseur de ses moyens de répression afin de vous armer pour la lutte des classes forestières. N'hésitez pas à trahir l'ours au premier mirador venu. Pour les ours non marxistes, rien n'est plus simple. Leur colère découle généralement d'une déception amoureuse. Il suffit alors de leur offrir une épaule pour pleurer, une oreille attentive et un pot de crème glacée. Après s'être épanché, l'ours devrait s'en aller de lui-même. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures d'Ulysse Hérosomnibus. D'ici là, essayez de ne pas vous perdre, sauf si c'est ce que vous voulez. Un podcast Mata Prod.